Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette troisième ronde du tournoi mensuel de décembre du Viz. Aujourd'hui, on va voir s'affronter Fatraxa contre Grist. Je trouve que c'est un match-up qui est assez intéressant parce qu'on voit pas forcément Grist en tournoi actuellement. Par contre, Fatraxa, c'est un général qui, avec le ban de Tamiyo, fait vraiment son grand retour. Donc je trouve que c'est intéressant de le voir parce que Grist, c'est un deck qui est quand même relativement présent historiquement depuis quelques années sur MTG Top 8, mais qu'on voit pas forcément en partie. Sans plus tarder, on attaque directement avec ce match. C'est donc le joueur de Grist, Jean-Charles, qui commence avec un fetch dans un bayou et un dork, en l'occurrence Elves of Deep Shadow. Je pense que ça va être assez important pour lui de résoudre son général assez rapidement. Bon, il se trouve que Fatraxa a pas mal de gestion à des permanents non-terrain, mais en général, Control a un petit peu du mal à gérer les Planeswalkers une fois qu'ils sont sur table, étant donné qu'il joue une densité de créatures assez faible. On va le voir. Donc là, voilà, c'est la fin du tour de Jean-Charles. Olivier commence avec un fetch. Alors, vous pourrez l'apprécier à hauteur de la qualité de ma caméra, mais le deck de Olivier est magnifique à mon sens, puisqu'il est pimp avec beaucoup d'expéditions et de petits trésors de collecteurs et de pimpers. Je vous laisserai l'apprécier au fur et à mesure de cette vidéo. J'en profite également du début de la partie, pendant qu'il y a un Vampire X-Mage qui est lancé du côté de Jean-Charles. Alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Soit c'est simplement une 2-1 initiative qui peut détruire un walker en se sacrifiant, soit ça veut dire qu'il y a un plan avec Dark Depths pour mettre en jeu un jeton Marit Lage 20-20. On verra dans la partie si c'est son plan de jeu. J'en profite du coup pour vous dire que j'ai bien pris connaissance des retours que vous m'avez fait sur la qualité de l'enregistrement vidéo et de la luminosité. J'ai acheté du matériel pour pouvoir améliorer cette qualité dans un premier temps au niveau de la lumière et après ultérieurement pourquoi pas réinvestir dans une caméra un petit peu plus performante pour pouvoir vous proposer du contenu de meilleure qualité. Donc je prends bien en compte votre retour, simplement il va y avoir quelques semaines de vidéos que j'ai déjà enregistrées d'avance qui vont être publiées avec le setup actuel. Voilà, c'était pour votre information. Du coup, du côté d'Olivier, on fetch à la fin du T2 de Jean-Charles pour jouer une STP. On va rendre un petit point de vie assez intelligemment pour éviter de se prendre une immondice, un drop 4 dès le tour 3, sachant qu'on n'a que 1 ou 2 mana. Il va détruire, enfin exiler en l'occurrence, le dork. Il essaye justement de rattraper cette perte de tempo avec une Arcane Signet. Très malin également de sa part. On imagine qu'il a un drop 1 à pouvoir proposer, soit un removal, soit un chip counter. On va voir. Du côté de Jean-Charles, en plein dans le reflet, il nous a joué une Urza's Saga. Et son follow-up, c'est une Haywire Might. Haywire Might qui pourrait être craqué immédiatement pour exiler l'Arcane Signet. Ça me semble assez pertinent de faire ça, puisque Atraxa essaye de rattraper la tempo, ou du moins de temporiser, jusqu'à pouvoir résoudre son sort. Donc, en l'état, c'est presque un time walk. Donc, on n'oublie pas que Jean-Charles gagne 2 PV au sacrifice de la petite mythe. On y va, on a notre beatdown avec le X-Mage. Ça, c'est un Triome Esper qui est joué du côté d'Olivier. Il garde 2 mana up, très probablement pour garder un contre. Ce qui va vraiment l'embêter, par contre, Olivier, c'est que Urza's Saga, c'est assez difficilement gérable pour Fatraxa, étant donné que si c'est la stratégie qui est adoptée, ça va poser 2 jetons construct XX, donc X étant le nombre d'artefacts qu'on contrôle, qui vont être à minima tous les deux 3-3, étant donné qu'avec le dernier chapitre de Urza's Saga, on va chercher un drop 0 ou 1, mais strict. On ne peut pas aller chercher un terrain artefact, par exemple. En l'occurrence, dans la liste de Jean-Charles, il y a la Haywire Might
Skullclamp et il me semble que c'est tout. Il ne joue pas d'autres artefacts. En général, en termes de deck building, on recommande de plutôt en mettre 3 pour éviter de se retrouver dans des situations où on n'a rien à tutoriser. Du coup, Brazen Borrower est lancé pour essayer de renvoyer le Hexmage en main. En réponse, le Hexmage est sacrifié pour faire fizzle le sort et du coup faire que Brazen Borrower aille directement au cimetière et non en aventure. Alors là, du côté d'Olivier, c'est assez intéressant. On voit une carte qui n'est plus jouée depuis un certain temps, à savoir Search for Azcanta, qui permet de faire un Surveil 1 au début de notre entretien. Et ensuite, on va vérifier si on a 7 cartes au cimetière. On a le droit de transformer Azcanta, qui se retourne en terrain qui ajoute soit du bleu, soit on paye 3, dont un bleu, pour regarder, en fait, faire un effet de Narset. On regarde dans le top 4, on peut mettre un permanent non-créature, non-terrain dans notre main. Une carte, pardon. C'est assez pertinent étant donné que le jeu d'Olivier ne joue pas énormément de créatures. Du coup, assez logiquement, du côté de Jean-Charles, on enchaîne. Voilà, on a résolu le 3e trigger de son Urza's Saga. En l'occurrence, il cherche. Il a déjà passé une de ses targets à Urza's Saga. La deuxième est Skullclamp. A priori. Une information que je peux vous donner également, c'est que, quelle que soit l'issue de ce match, les 2 joueurs ont atteint le top 4. Ce qui veut dire que leurs decklists sont accessibles sur MTG Top 8. Je vous les mettrai en commentaire épinglé, si vous souhaitez les consulter. On voit en l'occurrence que Jean-Charles s'est retrouvé un petit peu embêté, puisqu'il avait ses 2 cibles, soit dans son cimetière, soit dans sa main. D'où le fait, comme je l'évoquais, d'en jouer à minima 3. En général, 3, c'est le bon chiffre. On imagine aisément une petite Shadow Spear ou un petit artefact à 1, éventuellement un tambour de saut de feuille ou une petite carte à 1 de cet acabit. Tambour qui peut être pas mal, parce que c'est un dork déguisé. Soit dit en passant. Du coup, on continue d'y aller au beatdown avec les jetons construct. Du côté d'Olivier, on joue une Inquisition de Kozilek. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la main de Jean-Charles ? Il me semble que c'est une Collective Brutality. Après, je vois pas très bien, honnêtement. Ça, c'est une invasion de je sais plus trop quoi. C'est celui qui coûte 2 verts et X, qui est un tutor à créatures non humains, me semble-t-il. D'accord, je comprends mieux. Le Vampire Hexmage est là pour cette carte-là en particulier, puisqu'il a une synergie qui vise à payer 4, jouer cette invasion, aller chercher le Hexmage, le sacrifier et pouvoir retourner directement l'invasion en lui retirant ses marqueurs. Ça renvoie à une créature qui est énorme, quelque chose comme 8-7 il me semble, et qui peut faire que nos créatures, donc toutes nos créatures, infligent des blessures comme si elles n'étaient pas bloquées. En l'occurrence, c'est presque de l'imbloquable. Enfin, dans tous les cas, les dommages passent. Alors, pour rappel, les artefacts qui sont équipés ne s'engagent pas. Ça change pas grand-chose en l'état. Ça permet à Jean-Charles d'assurer une cloque en 2 tours. Donc là, Olivier, c'est soit il a une réponse, soit il a perdu la partie. Enfin, en tout cas, il y a le lethal on board. Il peut éventuellement... il ne peut pas. Du coup, c'est Jean-Charles qui remporte la première partie. Olivier est donc sur le play pour la deuxième. Ça devrait l'aider en tout cas pour se développer, réussir à temporiser jusqu'au late game, où là il va être plus pertinent, notamment en lançant son général. Je ne l'ai pas forcément évoqué, mais il a un magnifique tapis Atraxa de la Magic Con d'il y a 2022 ou 2023, je ne sais plus exactement quand est sorti Atraxa. C'est un tapis assez difficile à trouver également.
Et bah là, justement, c'est un peu rigolo parce que c'est des interactions made in Lord of the Ring. T1, Jean-Charles propose une Delighted Halfling qui est répondue par un Stern Scolding. Donc le petit alphelin s'est fait taper sur les doigts. C'était pour le petit côté lore. Donc encore une fois, un fetch vers un bayou du côté de Jean-Charles, ce qui est assez logique. On va venir s'assurer d'avoir potentiellement ces doubles colorés, voire triple colorés s'il veut double drop vert par exemple, dès les tours 2 ou 3. Deserted Beach du côté d'Olivier. Donc c'est un slowland qui arrive engagé étant donné qu'on est au tour 2. Enfin, qu'il n'y a que 2 terrains surtout. Jean-Charles nous propose un Ctonian Nightmare proactif. Donc ça veut dire qu'il a potentiellement envie de faire des tricks avec son cimetière et son board. Je pense qu'il est important de mentionner le fait, bon dans tous les cas c'est contrecarré, mais il est important de mentionner le fait que Grist, en dehors du champ de bataille, c'est en plus de ces types une 1-1 insecte créature. Ce qui veut dire qu'il peut être tutorisé de la bibliothèque, mais également renvoyé en jeu depuis le cimetière avec n'importe quelle sorte de réanimation. Et donc, ce Ctonian Nightmare peut, pour le sacrifice d'un insecte qu'on va poser avec le +1 de Grist, le renvoyer depuis le cimetière. Donc c'est une carte qui est extrêmement pertinente dans le deck Grist, et du coup, en plus, je pense, de... comment s'appelle son grand frère ? Recurring Nightmare. Donc là, on a un cast de Grist. En réponse, du côté d'Olivier, on lance une grosse Spiral du désespoir. On arrive quand même à trouver son land, mais pour le coup, me semble-t-il, il n'y a pas eu de contre, je crois, je n'ai pas vu passer. Le Grist de Jean-Charles va être contrecarré. Ne va pas être contrecarré, va résoudre, pardon. Donc il fait un +1, il se meule une carte. Bon, évidemment, c'est hors champ, sinon c'est pas drôle. Du coup, il pose un jeton directement insecte. Un très beau jeton made in Captain Altered, Magic Captain Altered. Donc à savoir Marisa. Petit bonjour à elle de loin. Du coup, donc d'accord. Olivier a repris son tour, n'a pas pu faire de land drop. Là, du côté de Jean-Charles, c'est le moment d'enfoncer le clou. Il faut essayer de résoudre, éventuellement faire un test spell, de voir si ça passe. S'il a un sort de défausse, bon d'accord, il enfonce directement le clou. Contamination. Avec Grist on board, ça veut dire, en gros, tu fais plus rien, sauf Arcane Signet. Bon, évidemment, il peut y avoir on va dire l'équivalent d'une small game, donc 2 joueurs qui s'affrontent avec très peu de ressources. Généralement, quand les 2 joueurs sont au top deck, on peut parler de small game. Là, il peut y avoir une small game, en l'occurrence, par rapport à un accès à exclusivement du noir. Alors là, c'est un play qui n'est pas légal, en l'occurrence. Jean-Charles a résolu sa contamination et ensuite a lancé une Elvish Mystique avec son Bayou. Bon, évidemment, je ne peux pas avoir d'impact sur la partie qui a déjà été lancée. J'espère que les 2 joueurs vont s'en rendre compte, parce que c'est un petit peu embêtant. Il aurait fallu en fait que Jean-Charles lance dans l'autre sens, ou qu'il annonce « je flotte un mana vert » et ensuite je lance ma contamination, et avec mon mana vert, je joue mon Elvish Mystique. Donc voilà, tout ce petit paragraphe pour parler aussi des small games. C'est important de comprendre la dynamique dans laquelle on se situe dans la partie. Jean-Charles, étant donné que c'est lui qui joue et qui a mis dans sa decklist des effets, des moon effects, on peut dire, il sait qu'il peut en abuser, notamment avec des dorks, pas avec des basiques pour contamination, mais du coup il va pouvoir profiter plus de cet effet de contamination, là où Olivier se retrouve vraiment coincé avec exclusivement du mana noir. En l'occurrence, il peut toujours avoir accès à des messes noires qui l'accélèrent dans je ne sais trop quel sort impactant qu'il a. Il peut toujours avoir des petits removals, on pense à Fatal Push, Cut Down, etc. Alors là, il me semble
que les deux joueurs se sont rendus compte. Voilà, donc on a un judge call. Olivier a dû se rendre compte, ou Jean-Charles, peu importe, que l'Elvish Mystic a été lancé de façon illégale. Donc, il me semble que c'est Diego Dimir qui était à l'arbitrage. Il prend assez logiquement connaissance de l'état de la partie, il regarde un peu la main des joueurs, et il va du coup rembobiner. En l'occurrence, Olivier, étant donné qu'il a pioché, qu'il a déjà mélangé les cartes de sa main, c'est Jean-Charles qui en prend une au hasard et qui la remet au-dessus. On va rembobiner la partie pour essayer de rétablir au moment où il y a eu l'erreur de jeu. À l'appréciation du judge, il y aura peut-être un warning pour l'un ou les deux joueurs. Je n'ai plus exactement la teneur des judge calls, enfin pas des judge calls, mais des warnings qui peuvent être proposés. Dans le doute, je dirais que c'est une GRV, Game Rule Violation. Bon, enfin, ça n'aura pas d'impact, si ce n'est de donner l'information à Olivier que Jean-Charles dispose d'une Elvish Mystic dans sa main. Voilou pour le judge call. Alors, il me semble que la partie va reprendre son cours après ce petit rembobinage. Du coup, je ne situe pas précisément du côté de quel joueur on est là. A priori, on est reparti du côté d'Olivier, qui donc ne peut ajouter que un mana noir par terrain. En l'occurrence, on le voit, il a quand même un Damn, ce qui lui permet d'annuler la cloque de Jean-Charles, qui aurait pu gratter un point par un point, et au bout de 19 tours, Olivier il serait mort. En l'occurrence, Olivier est mené 1-0, donc il n'a aucunement intérêt à concéder la partie à ce niveau-là. Il peut tout à fait trouver des solutions qui, en l'occurrence, vont être d'essayer de contrer, alors sans mana bleu ni mana blanc, c'est un peu technique, mais du coup de contrer là où les créatures, voilà, typiquement un Barrogoyf, qui vont être lancées après la résolution de cette contamination. Donc l'enjeu d'Olivier, c'est vraiment essayer de temporiser, mais au-delà de ça, même de contrer le Barrogoyf, pour tout simplement ne pas perdre la partie, ou du moins pas immédiatement. Dans tous les cas, il y a un moment où Grist, il va avoir meulé 25 bestioles, il va faire son -5 et il va coller 5 ou 10, et il pourra aller arracher des points comme ça. Donc dans tous les cas, Jean-Charles, même si c'est pas forcément évident, il a une cloque. Du coup, on voit une Subtlety qui est pitchée, qui pitch un Oko pour venir contrer le Barrogoyf qui retourne au-dessus de la bibliothèque. Je ne sais pas si le +1 de Grist avait été effectué avant. A priori, oui, puisqu'on voit une carte à l'envers sur le dessus de la bibliothèque de Jean-Charles. Du coup, entretien, c'est logiquement sacrifice d'une créature. Pour rappel également, si jamais Jean-Charles oublie de sacrifier une créature, passe en main phase, pose un terrain ou lance un sort, on va call judge. Le trigger va revenir en pile à l'appréciation de l'adversaire. S'il décide, c'est un petit peu comme un effet de Gitrog. Si jamais l'adversaire décide de ne pas accorder que le trigger soit remis en pile, la carte est sacrifiée. On part du principe que Jean-Charles a fait le choix de ne pas payer le coût, le cumulative upkeep, si on veut. Du coup, assez logiquement du côté de Jean-Charles, on continue de lancer son Barrogoyf, qui cette fois-ci résout. Et également, on va venir forest cycling son Generous Ant pour aller chercher une forêt de base, qui je pense va être landée. Étant donné qu'on n'a pas de dork pour faire du mana vert du côté de Jean-Charles, il n'est pas forcément pertinent de vouloir hardcast le Generous Ant. Là, je pense qu'on a déjà une belle emprise sur la partie du côté de Jean-Charles. Il faut juste continuer d'être vraiment régulier sur ces payages de sacrifice à l'upkeep. Continuer d'enfoncer le clou, toujours un petit peu plus.
Les outs d'Olivier sont vraiment limités. Surtout avec un Barrogoyf qui doit être costaud on-board. Il doit être au moins 4-5, je pense, à vue de nez. Ah, je l'avais pas vu passer celui-là. Du côté d'Olivier, on joue... alors, il y a tout un débat dans la communauté des joueurs d'Atraxa. Faut-il jouer les Manland? Bonne question. En l'occurrence, c'est assez pertinent ici. Donc, Cactus Préserve, qui, pour 3, peut être animé en tant que 7-7 avec la portée, étant donné que la valeur de mana de Fatraxa, c'est 7. Du coup, ça lui permet de bloquer le Barrogoyf. A priori, du côté de Jean-Charles, on ne l'avait pas forcément vu passer. C'est dommage du coup qu'il n'ait pas de removal en réponse. Un petit Fatal Push aurait été assez clutch. Du coup, presque statu quo dans cette partie. Olivier qui aligne ses land drops comme un chef. Voyons voir si c'est pertinent. Pas nécessairement parce que ça veut dire qu'il pioche des terrains et pas forcément des cartes actives. C'est un peu dommage de débuter en death et de finir en full. Alors en l'occurrence, contamination, ça ne transforme pas le type des terrains. C'est un effet de remplacement de la... Alors je sais pas si c'est vraiment la capacité de mana. Il me semble que oui parce que ça remplace aussi la quantité de mana. Ce qui fait qu'on peut tout à fait fetcher. Donc aller chercher en l'occurrence je pense un Surveil Land. Pour essayer d'aller creuser dans des réponses tout en réduisant le nombre de terrains dans notre bibliothèque. Alors c'est vraiment infinitésimal en termes de pourcentage, mais c'est toujours ça de prix. Ça réduit le pourcentage de chance de piocher des terrains, donc en l'occurrence de piocher des cartes qui ne sont pas actives du côté d'Olivier. Bien évidemment, on est à fond dans la brillance du côté d'Olivier. Au point qu'on n'arrive même pas à voir ces terrains. J'imagine qu'il s'agit d'un Surveil Land. Il me semble qu'Olivier joue le Undercity Sewer ainsi que Meticulous Archive, donc respectivement le bleu-noir et le blanc-bleu. J'ai pas bien vu en plus s'il avait Surveil. Bon. Quoi qu'il en soit, on continue du côté de Jean-Charles. Plus 1, je pose un insecte et vas-y que je te le sacrifie à l'upkeep. Pour 4 mana, Griffe, Chagrin. Top. Shorikai ainsi que, comment s'appelle-t-il? Jace the Mind Sculptor. Qu'est-ce qu'on retire dans... Bon, les deux sont assez impactants. Ils font tous les deux du card advantage. Je pense que Shorikai est un peu plus embêtant dans le sens où il pose du board. Quoique Jace, s'il résout, peut clôturer la partie. Donc, bon, kiff bourricot, dans tous les cas, il n'est pas censé pouvoir les lancer. Et du coup, du côté de Jean-Charles, on se retrouve avec de nouveau une cloque. Une cloque en 6 tours. Puisque 3 x 6, 18. Youpi. Bon, on compte sur Olivier pour top deck un fetch avec un fatal push ou éventuellement un cut down. Ah, Massacre Girl. Alors, en l'occurrence, Massacre Girl va arriver en jeu, va mettre -1/-1 à la griffe, qui du coup va n'infliger que 2 blessures. C'est un peu dommage de l'avoir lancé avant d'attaquer. Ouais, pas terrible. Ah, du coup, je me suis peut-être trompé au niveau du... je verrai si je peux modifier ça. En l'occurrence, Massacre Girl, ça fait une cloque en toujours 3 tours. Olivier passe donc entre 8 et 9. Animate Dead sur Barrogoyf, on dit, bon là, mon coco, j'aimerais bien tuer au prochain tour. Donc soit tu me vrasses en mono noir, mais je crois bien que tu joues pas Damnation.
Ouais, donc là, on est quand même solide sur les appuis du côté de Jean-Charles. Phase de pioche. Encore un T1. Bon. C'est Jean-Charles qui remporte ce BO 2-0. On a pu voir encore une fois la puissance de contamination, notamment dans un deck où on a un commandant qui génère des jetons. Il faut quand même garder à l'esprit que Grist, ça reste un vrai deck. Ça l'a été encore plus avec Ogak en tant que quasi-partner. Mais ça fait toujours des trucs dans le format. Je pense que je vais m'arrêter là au niveau du monthly, donc de cet événement. Il y a une ronde qui n'a pas filmé et la deuxième est vraiment one-sided, donc je pense que c'est pas des plus pertinents de vous la proposer. Par contre, ce que je vais faire, j'ai enregistré les parties du tournoi mensuel de Caen de Mana Full. Donc je vais commencer par la ronde 1 qui verra s'affronter Ezio contre Light Pose. En l'occurrence, je ne joue aucun des deux decks. J'ai prêté mon deck à un ami, celui avec qui on a fait la deck tech de proche, donc à savoir Kozukin. Et c'est lui qu'on va retrouver en ronde 1. Donc je vous dis à dans à peu près 2 jours pour vous proposer cette ronde 1 du tournoi Mana Full. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Totoru pour l'entre du deck.